Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez suivi un petit peu les actualités, vous avez vu qu'il y a un petit peu plus d'un mois, le 10 avril 2024, O.J. Simpson est décédé des suites de son cancer. Alors qui est O.J. Simpson? C'est un joueur de football américain qui était extrêmement célèbre dans les années 80 et dans les années 90. Il est resté connu pendant de nombreuses années après sa carrière, mais pour d'autres raisons, vous allez très vite le comprendre. De par cette actualité, j'ai donc eu l'envie de vous expliquer un petit peu qui est O.J. Simpson, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et surtout quelle grosse histoire il a vécu, car il a été soupçonné de double meurtre, qui plus est de son ex-femme Nicole Brown. Il y a eu énormément de polémiques, l'Amérique, que dis-je, le monde entier en parlait. O.J. Simpson était de base une personne extrêmement appréciée, extrêmement talentueux dans le football américain, et il y a énormément de choses à dire sur son histoire, sur tout ce qu'il a vécu, tout ce qui s'est passé avec son ex-femme Nicole, etc., etc. Avant de commencer, bien évidemment, tu le sais déjà, n'hésite surtout pas à t'abonner, surtout si c'est pas la première fois que tu viens par ici. Et si tu veux me mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font régulièrement, je vous vois, et merci beaucoup, ça me tient à cœur que vous soyez si réguliers sur mes vidéos. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer un petit peu qui est O.J. Simpson, quelle a été sa carrière, en quoi il était vraiment talentueux, et puis le drame de sa vie, les accusations, et tout ce qui en découlera par la suite, donc le coupable, les théories, etc., etc. Orenthal James Simpson est né le 9 juillet 1947 en Californie. Il a grandi dans un logement social à San Francisco avec sa mère et ses 4 frères et sœurs. À 13 ans, donc très tôt, O.J. Simpson rejoint un gang et 2 ans plus tard, il est même emprisonné pendant 1 semaine dans une prison pour jeunes détenus. Je ne le savais pas du tout, mais apparemment, dès son plus jeune âge, il était donc très fortement dans la pauvreté et surtout dans la violence. Quelques années plus tard, O.J. va avoir vraiment beaucoup de chance parce que un adulte de son entourage va repérer un petit peu ses talents athlétiques et va le présenter à un certain Willie Mays, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui était un joueur de baseball extrêmement en vogue à cette époque et qui va tout simplement motiver O.J. à vraiment suivre la même voie, alors pas du tout dans le baseball, mais dans le football américain. Il voulait lui aussi devenir un sportif, lui aussi avoir une belle carrière, et il a fortement été apparemment impressionné par la belle maison de Willie, etc., etc., la notoriété qu'il avait, et ça a fortement intéressé O.J. qui voulait s'y mettre lui aussi. O.J. va rapidement montrer de quoi il est capable et va devenir le meilleur lycéen de sa ville dans le football américain. Il avait pas du tout les moyens de base, mais grâce à ses talents, il va se faire courtiser par pas mal d'universités, et il va donc choisir l'université de Californie du Sud. À l'université, il devient très vite une grande vedette. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte, il faut pas oublier que aux États-Unis, le football américain universitaire, ça a énormément d'ampleur, ça a beaucoup d'importance. Certaines équipes passaient même à la télévision, dans les journaux. Beaucoup de personnes venaient voir les matchs, il y avait beaucoup d'argent là-dedans. Souvent, on repérait les universitaires talentueux pour leur offrir des carrières énormes après ça. Donc vraiment, ça a toute une autre ampleur que le sport ici en Belgique ou en France. Et donc, comme il était extrêmement doué, extrêmement talentueux, les gens vont très vite le repérer. Il va passer à la télévision, il va se faire interviewer, il va être dans les journaux. Les gens, de manière générale, vont avoir les yeux rivés sur O.J. pendant les matchs et très vite tomber un petit peu sous le charme du personnage. Il était jeune, il était assez beau gosse et au-delà de ça, on disait de lui qu'il était charmant, qu'il était sympathique, qu'il était intelligent, qu'il était talentueux. Enfin, vraiment, il avait énormément la cote et beaucoup de personnes l'adoraient. Il avait beaucoup de fans et globalement, il n'y avait jamais de critiques ou de choses négatives sur lui. Enfin, c'était vraiment l'homme idéal, l'homme parfait. Surtout dans les années 60. Faut pas oublier que dans les années 60, l'Amérique est assez divisée quant aux couleurs de peau, aux Afro-Américains, les Blancs, etc., etc. Et donc, c'était assez fou qu'il fasse l'unanimité chez les Américains à cette époque-là. Et donc, c'était aussi la première fois qu'il y avait une personnalité afro-américaine aussi adorée. Donc, ça amplifiait un petit peu cette adoration générale. En 1967, il va se marier une première fois avec Marguerite Whiteley, avec qui il va avoir 3 enfants. Et malheureusement, une de ses petites filles va décéder en 1979. Elle va se noyer malheureusement dans la piscine familiale. Et c'est cette année aussi qu'ils vont se séparer, qu'ils vont divorcer. Ses 2 autres enfants sont donc Arnell et Jason. En 1977, donc 2 ans avant son divorce, il va rencontrer Nicole Brown. Ils vont se mettre ensemble dans la foulée et ils vont se marier en 1985. À savoir que Nicole avait plus de 10 ans en moins que O.J. Elle était très belle, très intelligente, etc., etc.
Et donc ça avait un aspect d'un couple super glamour que tout le monde adorait encore une fois. Tout le monde voulait les voir, il y avait beaucoup de paparazzi à leurs trousses, etc., etc. Donc c'était un peu le couple idéal du moment. O.J. va aussi faire dans les années 60, fin des années 60, certains films et séries. Donc il va vraiment avoir aussi une carrière d'acteur, ce qui va faire qu'amplifier ce côté homme charmant, homme idéal, gentleman, etc., etc. Et avec Nicole, ils vont avoir 2 enfants, Justin et Sydney. On disait d'O.J. qu'il était extrêmement amoureux de Nicole, qu'il était même fou de Nicole, que c'était un couple très passionnel. Malgré ça, en 1992, Nicole va malheureusement demander le divorce, mais malgré ça, c'est vrai qu'ils sont restés quand même très fortement en contact. Nicole était vraiment encore omniprésente dans la vie de O.J. et O.J. répétait souvent qu'il aimerait toujours Nicole et qu'il l'aimait toujours à ce moment-là et qu'elle était très importante pour lui. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai fait un petit peu mes recherches, je me suis un peu étonnée de savoir qu'en 1992, ils s'étaient séparés parce que c'est vrai qu'ils avaient une image extrêmement passionnelle, amour, etc., etc. Et tout d'un coup, en 1992, Nicole demande le divorce. Ça pose question et personne n'avait vraiment posé question à ce moment-là, mais vous allez le voir, on va vite comprendre en fait que ce n'était pas si rose et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées comme d'habitude. Hein. C'est vrai que entre l'image qu'un couple donne ou qu'une personne donne et la réalité, parfois il y a un énorme creux. Je vous ai posé un petit peu le décor, un petit peu, donc qui est O.J. Simpson? On a vu que de base il était quand même fortement dans la pauvreté, dans la violence, qu'il a eu une chance inouïe qu'il a saisie et qu'il était extrêmement doué, qu'il a même profité pour commencer une carrière dans le cinéma, mais aussi dans la publicité, il se faisait beaucoup interviewer, etc., etc. Donc jusqu'ici, c'est plutôt une vie qui tourne bien. Mais malheureusement, le 12 juin 1994, les choses vont très très mal tourner et la vie de O.J. va prendre une toute autre tournure. Le 12 juin 1994, Sydney, donc la petite fille du couple, avait un spectacle de l'école où tout le monde était invité, bien évidemment, donc toute la famille de Sydney a été la voir. Arrivé là-bas, on a vu que O.J. parlait avec sa belle famille, qui s'entendait bien, etc. Mais une fois dans la salle, c'est vrai qu'il était assis tout seul et que c'était vraiment une situation où on pouvait observer qu'ils n'étaient vraiment plus du tout ensemble et qu'il pouvait même y avoir des petites tensions entre eux. Encore une fois, vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, maintenant que j'ai fait mes recherches et que j'ai écrit mon script, je me rends compte à quel point tout concorde et tout est vraiment emboîté l'un en l'autre et qu'au final, on comprend tout quand on a tous les éléments. Vous allez voir, c'est impressionnant. Vers 18h30, Nicole et sa famille ont été manger dans un restaurant pas très loin de chez Nicole, où O.J. n'était pas du tout invité. Vers 20h30, ils sont sortis pour aller manger une glace. Vers 21h40, la maman de Nicole va appeler Nicole pour lui dire qu'elle a oublié ses lunettes dans le magasin et Nicole lui répond « Je connais un serveur qui est également mon ami, je n'ai qu'à lui demander de me rapporter tes lunettes après le service et tu pourras venir les récupérer la prochaine fois que tu viens chez moi. » Vers 22h55, un voisin croise le chien de Nicole. Il savait pas encore que c'était le chien de Nicole. Un gros chien blanc errant dans la rue. Ils vont le garder un instant chez eux pour savoir un petit peu ce qu'ils allaient en faire de ce pauvre chien et ils ont observé que malheureusement il y avait des taches rouges sur ce chien qui ressemblaient bizarrement à des taches de sang. Ce fameux voisin va ensuite aller promener ce chien sans laisse de manière à le suivre et à savoir en fait d'où il venait pour avoir un peu plus d'infos et retrouver son maître et sa maison. Le chien va très vite rentrer chez lui, le voisin va donc le suivre et malheureusement en arrivant chez Nicole, il va se rendre compte qu'en fait il est arrivé sur une scène de crime. Nicole est là, elle gît dans son sang et un peu plus haut, un deuxième corps, celui du serveur qui s'appelait Ron Goldman, gisant lui aussi dans une mare de sang. Il va directement appeler la police et la police va arriver vers minuit. Les enquêteurs vont très vite décrire cette scène comme une scène extrêmement violente avec énormément de sang et les victimes sont décédées par énormément de coups de couteau. La police a directement prévenu O.J. Simpson qui lui était en route pour Chicago. Je pense qu'il était dans l'avion à ce moment-là et qui a directement fait demi-tour pour être là pour ses enfants et être là si jamais, je sais pas, les enquêteurs avaient besoin de lui, etc., etc. Très vite, les gens se sont posé la question, est-ce que O.J. est revenu parce qu'il est suspect ou est-ce qu'il est revenu pour ses enfants, pour questions administratives, pour des questions de sécurité, enfin, pourquoi est-ce que O.J. était là? Et bien évidemment, la réaction hyper rapide de la majorité des gens était de dire que c'était évidemment impossible que O.J. Simpson soit impliqué là-dedans, qu'il était charmant, qu'il était vraiment très gentil et qu'il serait incapable de faire un crime pareil. Donc tout le monde était vraiment très formel par rapport à ça, c'était pas O.J. Simpson. Sur les lieux, donc juste après la découverte des 2 corps, les enquêteurs ont relevé énormément de preuves, d'indices et d'éléments. Tout d'abord, il y avait déjà des traces de pas qui correspondaient
correspondait à Nicole, à Ron Goldman, mais également à une tierce personne. Ils ont retrouvé aussi un bonnet noir et ils ont retrouvé un gant noir. Et finalement, à côté de Nicole, il y avait la fameuse enveloppe avec les lunettes de la maman de Nicole. Le lendemain matin, vers 5h du matin, donc les enquêteurs étaient déjà restés là toute la nuit pour avoir le maximum de preuves. Et avec la lumière du jour qui s'est levée, ils ont aussi remarqué qu'il y avait une légère trace de sang dans l'allée d'O.J. Simpson et qu'il y avait aussi une tache de sang sur la voiture, donc sur la portière de la voiture d'O.J. Et en fouillant un petit peu, ils ont retrouvé le deuxième gant noir dans l'allée, pas très loin de chez O.J. Simpson, qui était poisseux de sang. Personnellement, à ce stade de l'enquête, je me suis tout de suite dit, mais comment même on peut soupçonner O.J. alors qu'il était dans un avion pour Chicago? Eh bien, tout simplement parce que lors du double meurtre, O.J. était encore chez lui et que c'était juste avant qu'il démarre pour l'aéroport et qu'il prenne l'avion. Ce qui du coup change tout. Le chauffeur d'O.J., donc celui qui avait été le chercher pour l'amener à l'aéroport, va expliquer qu'il a vécu quelque chose d'un petit peu bizarre aussi ce soir-là. Il va expliquer que donc c'était la première fois qu'il s'occupait d'aller conduire O.J. quelque part, qu'il avait hâte de le voir, etc., que c'était un grand fan. Au moment où il est arrivé chez lui, il a sonné plusieurs fois et il n'y a pas eu de réponse, donc il a un petit peu paniqué. Il a appelé d'ailleurs son boss pour lui dire boss, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de réponse. Il va expliquer que ce soir-là, il va voir une silhouette dans le jardin d'O.J. rentrer dans la maison d'O.J. et il va le décrire comme une grande silhouette d'une personne noire. Mais c'est tout ce qu'il a vu. Après avoir vu ça, il a ressonné une fois à la maison d'O.J. et O.J. va répondre: désolé, j'ai fait une sieste, je me suis réveillée à la bourre, j'étais sous la douche, je vous ai pas entendu, mais ça y est, je suis prêt, je prends mon sac, j'arrive. O.J. est arrivé, il était tout content, le chauffeur. Ils ont même pris une photo et ils ont démarré pour l'aéroport. Donc un peu bizarre cet élément. Lorsque O.J. va revenir donc le lendemain matin de Chicago, ils vont un petit peu l'inspecter, donc regarder est-ce qu'il y avait des blessures, est-ce qu'il y avait des traces corporelles qui pouvaient l'handicaper, et ils ont simplement relevé une coupure sur la main gauche, ce qu'ils ont jugé comme preuve potentielle. Et c'est suite à tous ces éléments qu'ils vont décider d'arrêter O.J. Simpson, et c'était surtout aussi parce que il n'y avait pas d'autres théories pour le moment, et qu'ils avaient que lui, et qu'il y avait pas mal d'éléments aussi qui semblaient incriminer O.J. Simpson. À savoir que entre le spectacle de sa petite et l'interaction avec le chauffeur, il y avait un peu plus d'une heure où O.J. n'avait aucun mobile puisqu'il disait simplement qu'il était chez lui, et donc forcément c'était un peu compliqué pour lui à ce moment-là. Ils ont décidé de l'arrêter. O.J. a convenu avec ses deux ou trois avocats, je sais pas trop, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'intervenants dans cette histoire, qu'il allait se rendre à la police, et finalement le jour J, il ne s'est pas rendu et O.J. a disparu dans la nature. Vous avez peut-être dû entendre cette histoire de la course-poursuite légendaire entre O.J. et la police. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il a disparu et que donc, au lieu de se rendre tout gentiment, il est devenu l'homme le plus recherché d'Amérique, clairement. À ce moment-là, il y avait énormément de police à ses trousses, il y avait beaucoup d'hélicoptères, enfin c'était vraiment un truc de fou comme dans un film américain. Ils ont finalement repéré la voiture d'O.J. Simpson sur une autoroute. Il y avait énormément de policiers à ses trousses, il y avait donc des hélicoptères qui filmaient la scène était rediffusée à la télévision en direct, enfin c'était une folie. Tout le monde voulait voir ça en vrai, donc les rues étaient bondées de personnes, tout le monde voulait voir O.J. Simpson. Dans la voiture, il était à la place du conducteur et il était avec un de ses amis, et l'ami a été en contact à ce moment-là avec la police en disant écoutez, O.J. Simpson a un flingue sur la tempe, là il est à deux doigts de faire une connerie, donc on est cool, tout va bien, on va rentrer à la maison, pas de stress, enfin donc il y a eu une grosse course-poursuite, mais il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu des trucs violents comme ça. C'était plutôt une scène assez qui sortait de l'ordinaire, quoi, qui était assez irréaliste, mais pas de violence, heureusement. Après 3 heures de course-poursuite, O.J. est retourné donc chez lui. À l'arrivée, on peut voir que son fils Jason, donc de son premier mariage, qui était donc déjà un adulte, s'énerve sur son père. Et c'est à ce moment-là que O.J. va décider de suivre la police. Il dira par la suite qu'il n'a pas du tout considéré ça comme une course-poursuite, qu'il rentrait juste chez lui, qu'il avait juste envie de faire un tour avant d'aller se rendre, et qu'il voulait en finir avec cette souffrance, et qu'il était vraiment mal à ce moment-là. Bon, il dit ça, mais avant de partir, il avait laissé une lettre à son avocat, qui était Robert Kardashian, donc le père des filles Kardashian, en disant « Je n'ai jamais fait de mal à Nicole, je serais incapable de ça, etc., etc., c'est pas moi, je suis vraiment triste, j'aimerais que les gens se rappellent de moi comme étant l'athlète talentueux, et pas un tueur, quoi, parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. » Et donc c'est clair que quand tu laisses une lettre, est-ce que vraiment t'as pas l'intention de te barrer loin? Je ne sais pas, je suis pas sûre. C'est également pendant cette enquête qu'ils vont vite se rendre compte que O.J. et Nicole n'étaient pas un couple si parfait que ça, et que tout n'était pas tout rose, loin de là. Des
historiques d'appels vont être vraiment découverts où Nicole est apeurée. Apparemment, il y a plus d'une dizaine d'historiques d'appels à la police où à chaque fois Nicole est apeurée, elle dit que O.J. est devenu fou, qu'il est violent avec elle, qu'il la menace de la tuer, etc., etc. Il y a même des gens qui ont été témoins de ça, donc c'est ultra violent et encore une fois, ça sort de nulle part. Enfin, on pense qu'il est charmant et génialissime et puis en fait, tout d'un coup, il est hyper violent. Des blessures ont déjà été observées chez Nicole, donc clairement, c'était horrible. Et encore une fois, je trouve ça fou que c'était si silencieux, ce genre d'informations, c'est dingue. Lors de ces histoires, O.J. n'avait pas nié les faits, mais il minimisait de ouf ces informations en disant que il s'était simplement disputé, que c'était une dispute de couple. Et ça passait crème pendant des interviews, à la télé et tout, ça passait, enfin, ça le rendait même atteignable. Vous voyez la star, le couple qui n'est pas parfait, pauvre petit couple, en fait vous êtes comme nous, bah non, en fait, c'était hyper violent, mais c'est vrai qu'il minimisait de ouf ça, et que ça passait bien. On était dans une autre époque aussi, je pense qu'aujourd'hui ça se serait impossible de dire sans que ça fasse une polémique immense. Nicole se plaignait aussi beaucoup d'être suivie par O.J., que parfois elle allait dans des endroits inconnus pour O.J. et que tout d'un coup il apparaissait comme ça, oh tiens Nicole, et que ça lui faisait vraiment peur. Alors ça c'est vraiment une info qu'il faut retenir parce que c'est toutes des informations qui sont extrêmement importantes pour la suite des événements. Globalement, une chose à retenir, il était violent et il était toxique ce mec, clairement. Et en fait c'est clairement pour ça qu'elle a demandé le divorce. Je me posais la question, clairement j'ai la réponse. Quand Nicole est décédée, ça faisait 2 ans du coup qu'ils étaient divorcés et tout ce que je suis en train de vous raconter, que O.J. la suivait, etc. Apparemment, ça suivait même dans ces 2 années entre 1992 et 1994. Donc pendant le procès, tout ce qui était contre O.J., c'est tout ce que je viens de vous raconter, toutes les preuves qu'on a trouvées, le bonnet, les gants, Nicole qui se faisait battre, Nicole qui se faisait suivre, le fait qu'il était extrêmement jaloux, possessif, le fait qu'il était violent. Et alors un truc aussi que je n'ai pas trouvé dans les informations, enfin je l'ai pas lu, mais peut-être qu'ils se sont dit aussi, avec le passé qu'il a eu, à 13 ans il était dans un gang, à 15 ans il a fait de la prison déjà, peut-être que tout ça a fait que globalement c'était ça la stratégie de l'attaque pendant le procès. Alors maintenant que je vous ai tout expliqué, de tout ce qui s'est passé, de tous les éléments qui sont apparus, etc., je vais vous expliquer maintenant toute la défense, donc de ces avocats pendant le procès, la défense qui va essayer de dégommer point par point tous ces éléments qui incriminaient fortement O.J. Simpson. Tout d'abord, c'était le sang qu'on avait retrouvé chez O.J. Simpson qui ne collait pas du tout avec la situation. Ron Goldman, donc le serveur qui avait été rendre les lunettes et qui est décédé avec Nicole, était plus jeune, beaucoup plus jeune que O.J. Il était en forme de ouf et il pratiquait un sport de combat. Lors de l'autopsie, ils ont vu que Ron avait 24 blessures sur les mains, des blessures qui étaient en fait des blessures de défense, c'est-à-dire qu'il se serait battu avec le meurtrier et qu'il l'aurait tapé, qu'il aurait mis des coups, etc., etc., ce qui aurait expliqué les blessures de Ron. 24, c'est quand même énorme. On a aussi observé que la scène était immaculée de sang, que c'était vraiment un vrai carnage et qu'il y avait énormément de sang du haut de la maison, enfin de l'entrée de la maison de Nicole jusqu'à la rue, donc il y avait vraiment beaucoup de litres de sang qui avaient coulé jusqu'à la rue, jusqu'aux rigoles de la rue. Et donc selon la défense, il y aurait eu beaucoup plus de sang chez O.J. Simpson, beaucoup plus de sang dans la voiture d'O.J. Simpson. Or là, il y a eu une goutte sur la portière, mais il n'y a pas eu de sang dans la voiture, sur les sièges, sur le pare-brise, etc., etc. Et surtout qu'il y aurait eu beaucoup plus de blessures sur O.J., qu'il y aurait eu des coups, des bleus, beaucoup plus de blessures aussi au niveau de ses mains. Même s'il avait des gants, il aurait forcément eu, comme Ron, peut-être des fractures, peut-être des bleus, etc., etc. Et que là, c'était impossible qu'il y ait pas plus de sang dans la propriété d'O.J. Simpson et surtout qu'il ait une simple coupure à la main gauche. Et donc, ce serait impossible que ce soit O.J. Simpson le meurtrier. Un truc que je n'ai pas lu, mais que moi-même je pense, c'est aussi un petit détail, c'est le chauffeur qui a vu O.J. Simpson passer dans son jardin pour rentrer chez lui, pendant que le chauffeur était du coup dans l'allée d'O.J., ou en tout cas pas loin de l'allée d'O.J. Donc s'il y a eu du sang dans son allée, ça veut dire qu'il serait rentré par son allée, et qu'il ne serait pas rentré par le jardin pour rentrer chez O.J., pas par la porte principale, mais sur le côté. Ça voudrait dire que si c'était vraiment lui qui était rempli de sang, qui rentrait, etc., il serait d'office pas passé par l'allée. Donc comment expliquer cette trace de sang à l'allée d'O.J. Simpson? Voilà, ça c'était un élément, je trouvais, qui ne collait pas trop non plus. Un élément aussi, donc ça c'était surtout un élément qui venait de O.J., qui disait que ses 2 enfants étaient à l'étage et qu'il n'aurait bien évidemment jamais
retourner tuer la maman de ses 2 enfants qui dormaient à l'étage. C'est un bon argument, je vous le mets là, vous en faites ce que vous voulez. Je ne sais pas quoi en penser. Je pense que quand on est fou, on peut être fou jusqu'au bout. Alors des éléments aussi absolument flagrants, c'est qu'on a retrouvé du sang sur la scène de crime, du sang qui n'appartenait ni à Ron ni à Nicole, et aussi sous les ongles de Nicole, donc du sang et de la peau. Forcément quand tu te bats, à un moment donné, t'as plein de résidus en fait sous tes ongles. ADN qui n'appartenait pas à O.J. Simpson, qui appartenait donc à une personne inconnue. Autre chose aussi, les traces de pas dans le sang qui ont été retrouvées, qui ne correspondaient ni à Ron ni à Nicole, ne correspondaient pas non plus à O.J. Simpson. C'est vrai que ça fait beaucoup. Finalement, pendant le procès, O.J. a essayé de mettre les gants, il montrait que c'était beaucoup trop petit. Alors là, c'est vrai qu'il faut pas oublier non plus que c'est un comédien, que c'est un acteur. Je pense qu'il a un petit peu exagéré la chose. Et alors, le dernier argument de son avocat, c'était de dire que O.J. était une personne connue, qu'il était reconnu de très très loin, et qu'un simple bonnet ne l'aurait pas caché de son identité, et que donc ça ne tenait pas la route de dire il a mis un bonnet pour se cacher, pour faire ça en douce, pour aller tuer son ex-femme, parce que ça ne tenait pas la route, même avec un bonnet, n'importe qui l'aurait reconnu. Alors c'est vrai que quand on voit tous les arguments de la défense, c'est vrai qu'il y a beaucoup de preuves chez O.J., mais il y a beaucoup de preuves qu'il y ait eu une autre personne dans cette histoire, et que donc ce n'était pas O.J. L'ADN est quand même un énorme argument en faveur d'O.J. Simpson. Après 9 mois de procès, O.J. Simpson a été jugé non coupable de ce double meurtre. J'ai lu par contre qu'il avait été rejugé au civil, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, dites-moi en commentaire si vous savez ce que ça veut dire, qu'il avait été rejugé coupable et qu'il avait dû payer, je pense, 33 millions d'euros à la famille de Nicole. Je ne sais même pas pourquoi ça existe, c'est chouette 33 millions, mais ça la ramènera jamais, donc comme si l'argent pouvait régler ce genre de choses, c'est quand même très bizarre. Et donc il n'a pas fait de prison et il s'en est sorti. Alors c'était dingue à cette époque-là parce que pendant le procès, l'Amérique était clairement divisée en deux, donc il y avait d'abord les blancs qui disaient que c'était un féminicide, que c'était encore une histoire d'un couple hyper toxique où l'homme avait tué sa femme, et de l'autre côté, il y avait tous les Afro-Américains qui disaient que c'était un coup monté, que c'était un complot de la police et qu'ils n'avaient absolument rien fait et qui étaient donc en soutien à O.J. Simpson. Quand le verdict est tombé non coupable pour O.J. Simpson, c'était vraiment incroyable la différence entre les blancs qui étaient désespérés et les noirs qui étaient vraiment on va faire la fête, on va fêter ça, c'est incroyable, pour une fois la justice est rendue, etc., etc. Donc c'était fou à voir à quel point l'Amérique était vraiment divisée en deux à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était encore une époque, et je pense que c'est encore un peu actuel ce que je veux dire, je pense qu'évidemment dans un procès où il y a un noir qui tue un blanc, mais forcément le noir va prendre plus cher que dans la situation où le blanc tue un noir. Je ne sais pas à quel point c'est encore vrai aujourd'hui, en tout cas à cette époque, c'était flagrant à quel point c'était comme ça que ça se passait, et donc c'était vraiment le succès, la réussite pour tous les Afro-Américains. Donc au-delà de l'histoire que c'était vraiment symboliquement et politiquement, c'était vraiment une histoire qui a vraiment retourné l'Amérique à ce moment-là. Et il y avait vraiment deux clans, donc chacun avait vraiment son idée, quoi. Alors maintenant, la question se pose, mais alors qui est coupable? Quelles sont les théories? Parce qu'il y a plein de théories, les gars, il y a 4 théories différentes qui ont tourné, qui tournent encore aujourd'hui. La première théorie, c'est donc de dire que c'est un complot de la police. Que, en fait, au moment où la police est arrivée chez O.J. Simpson pour l'appeler, pour lui dire que Nicole était décédée, en arrivant sur place, ils se sont rendus compte que O.J. était à Chicago. Et apparemment, il y a eu un grand laps de temps entre leur arrivée sur la propriété de O.J. et l'appel à O.J. Simpson. Et donc, voilà, il y en a qui disent que c'était le temps qu'il fallait pour mettre le gant un peu plus loin, pour mettre la pointe de sang sur la portière de la porte et pour mettre la trace de sang dans l'allée d'O.J. Simpson. Bon, ça, c'est une première théorie qui, de toute façon, ne nous donnera pas le coupable. La deuxième théorie parle d'un certain Glenn Rogers qui s'est lui-même dénoncé. Il aurait dit dans une lettre à un ami qu'il avait tué une 60aine de femmes et que Nicole en faisait partie. Bien évidemment, ce Glenn, ne vous inquiétez pas, il est en prison pour perpétuité, mais il a expliqué qu'à ce moment-là, il était peintre, qu'il avait déjà fait la prison, qu'il était sorti, qu'il était devenu peintre et qu'il s'occupait justement des travaux de ravalement de façade de Nicole à ce moment-là. Qu'il avait repéré Nicole et qu'il avait décidé de la tuer. Il y a eu un gros documentaire sur ce Glenn Rogers et son frère notamment parle dans ce documentaire de son frère, donc de sa personnalité, de toutes les horreurs qu'il a faites, etc., etc. Et d'après son frère, il est sûr à 3000% que c'est Glenn, son frère, qui a tué Nicole. Apparemment, il a piqué une broche que Nicole avait dans les cheveux ce soir-là pour l'envoyer à sa grand-mère, je pense, ou à sa maman, ce qui serait du coup clairement une preuve de ce crime. Mais malheureusement, absolument rien n'a pu être prouvé. Il n'y a pas eu de preuve de ça. Et donc, s'avouer coupable n'a pas suffi pour le rendre coupable du meurtre de Nicole. De toute façon, le mec, il est pour la perpétuité, plusieurs perpétuités même en prison. Donc si c'est lui, j'espère que c'est lui et qu'il est déjà en prison. La troisième théorie serait celle de dire que c'est Jason, donc le fils de O.J. Simpson, qui est en fait coupable de
ce meurtre. Cette théorie dit qu'en fait, le soir du spectacle de la petite, Nicole et sa famille étaient censés aller dans le restaurant de Jason, donc dans le restaurant où il travaillait en tant que cuisinier, que Jason avait préparé leur arrivée toute la journée et que finalement elle avait annulé au dernier moment parce que c'était trop cher apparemment. Et Jason aurait un petit peu vrillé. Alors on dit de lui qu'il était parfois instable, mais pas plus qu'un ado, un enfant d'une star, qu'il avait déjà été jugé à ce moment-là. D'ailleurs, il était en liberté conditionnelle parce qu'il avait menacé d'un couteau son collègue avec qui il s'était un petit peu battu. Donc c'est clair qu'il avait quelques problèmes. Du coup, l'idée, ce serait de dire qu'il a complètement vrillé ce soir-là parce que Nicole lui a foutu un vent et que du coup, Jason aurait été sur place, qu'il aurait tué les deux parce que Ron était juste là au mauvais moment, au mauvais endroit, qu'il aurait tué les deux avec son couteau de cuisine, qu'on n'a jamais retrouvé d'ailleurs, qu'il serait rentré chez son père, qu'il n'aurait pas trouvé son père, d'où les traces de sang sur la portière de son père et dans l'allée de son père, et qu'en fait ce serait aussi pour ça que O.J. se serait livré à la police parce qu'il avait compris apparemment que c'était son fils et qu'il voulait juste le couvrir, sauf qu'il s'est pas du coup rendu vraiment puisqu'il n'a jamais avoué que c'était lui, que c'était O.J. le tueur de Nicole. Donc cette théorie a aussi un peu ses limites. Alors apparemment aussi Jason avait un box avec toutes ses affaires, il a arrêté de payer le loyer et donc ce box a été vendu aux enchères. Les enquêteurs ont récupéré toutes les affaires de ce box et dedans ils ont retrouvé des journaux intimes de Jason dans lesquels il exprime sa colère avec des mots un peu bizarres, genre couteau découpé, tailladé, etc., etc., ce qui est quand même très bizarre. Dès qu'il y a eu des soupçons sur Jason, O.J. a directement mis un avocat sur son fils et donc Jason n'a jamais répondu aux questions. Apparemment on peut pas obliger quelqu'un à répondre à des questions pour les enquêteurs et donc il y a jamais non plus rien qui a été prouvé et voilà. Donc cette histoire en est restée là aussi, très bizarre. Alors je ne sais pas si l'ADN a été comparé pour la chaussure, pour le sang, pour la peau en dessous des ongles de Nicole, mais Jason n'a pas été en prison donc j'imagine que ça ne correspondait pas. J'espère en tout cas qu'ils ont vérifié. Et la quatrième théorie, qui est selon moi la plus plausible, c'est l'histoire d'un certain Bill Waz. Alors Bill Waz, qui c'est? C'est un fou malade qui a déjà fait de la prison, qui est d'ailleurs encore en prison, je sais même pas s'il est encore vivant, qui a fait partie de la mafia, et c'était le style de mec complètement instable qui pouvait tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, et qui trempait dans des histoires vraiment très louches. Alors ce mec en fait, apparemment, a été un jour abordé par Robert Kardashian et O.J. Simpson dans le but de suivre et d'espionner tous les faits et gestes de Nicole pour savoir si elle refaisait sa vie, etc., etc. Donc on se rappelle bien que Nicole avait dit qu'elle se faisait suivre par O.J. et que c'était très bizarre parce que parfois elle était dans des endroits qu'O.J. ne connaissait pas et il débarquait comme ça à n'importe quand, n'importe comment, ce qui du coup concorderait hyper fort avec la version de ce fameux Bill. Bill a donc expliqué qu'on l'avait payé $10,000 pour observer tous ses faits et gestes et on a retrouvé un carnet où effectivement tout était écrit, quand elle sortait, quand elle rentrait, avec qui elle sortait, comment, quoi, enfin tous les détails. Donc c'était une preuve assez tangible parce que quoi qu'il s'était passé, je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, le fait que Bill observait Nicole, c'était vrai, c'était une preuve, c'était là, le carnet correspondait, son écriture correspondait, etc., etc. Donc ça c'était vrai, ça a été approuvé, ça a été vraiment vérifié. Et après Bill a expliqué qu'ils lui ont proposé $15,000 pour la tuer, mais que finalement c'était pas lui qui l'avait tuée, qu'il savait qui l'avait tuée, qu'il savait en tout cas comment cette histoire avait tourné, mais qu'il ne parlerait pas si on ne le payait pas. Et les enquêteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ok, on te paye pas. Et donc on n'a pas la suite de l'histoire. Je vous jure c'est vrai ce que je raconte. Enfin, c'est abusé. Moi je trouve que c'est la version la plus plausible parce que le mec il est pas en train de dire qu'il l'a tué, parce que ça peut être un fou comme le premier Glenn là, j'ai tué 60 femmes et qui veut absolument s'approprier cette mort là. Ça peut être aussi un cas un peu de folie. Là le mec il est pas en train de dire qu'il l'a tué, mais il est en train de dire qu'il l'a observé, ça a été avoué. Et même Nicole de son vivant a dit qu'elle se faisait suivre par O.J. Simpson, ce qui est hyper plausible, surtout qu'on a vu qu'il était possessif, qu'il était hyper jaloux, ce qui pourrait aussi du coup concorder avec le fait qu'il voulait absolument suivre Nicole. Alors un truc aussi que je n'ai pas dit, c'est que le soir du meurtre, quelqu'un, une dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, a dit à la police, aux enquêteurs, qu'elle avait vu la voiture d'O.J. Simpson à un certain endroit, à un certain moment, et qu'en fait on a appris par la suite que c'était Robert Kardashian qui lui avait demandé de mentir contre de l'argent, ce qui est vraiment très grave, ce qui pourrait du coup aussi affirmer le fait qu'il avait sa petite habitude de payer les gens pour faire des services un peu pas très moral, moyen. Donc je trouve que cette théorie est extrêmement plausible. Ce qui voudrait dire aussi, c'est que du coup, il a engagé quelqu'un d'autre, peut-être, pour tuer Nicole, ce qui expliquerait que c'est peut-être O.J. qui est vraiment coupable, mais ce qui expliquerait que c'est une autre personne qui a été tuée Nicole, et que donc ce n'est pas l'ADN de O.J. Vous voyez le truc. Donc voilà un petit peu pour l'histoire.
histoire. Alors un truc super drôle, c'est que 8 ans plus tard, O.J. a été emprisonné parce qu'il a essayé de récupérer des affaires de lui, des affaires sportives, des trophées, je ne sais pas quoi, et que du coup il a été jugé pour cambriolage et séquestration pour 33 ans en prison, et il est décédé donc à 76 ans d'un cancer, donc le mois passé. J'ai l'impression qu'il a réussi à se sortir de cette histoire, mais que la vie lui a dit « Et toi mon coco, le karma t'aura », et qu'il l'a vraiment foutu en tôle pour tout le mal qu'il a fait à Nicole, parce que qu'il l'ait tué ou pas, c'était quand même une femme battue, donc au final il méritait quand même d'aller en tôle. Donc voilà pour la vie assez chaotique de O.J. Simpson. D'abord c'était chaotique, puis après c'était incroyable, et puis après c'était chaotique, et puis il s'en est sorti, et puis c'était chaotique, et il est mort en prison à 76 ans, ce qui est pas très vieux. Donc c'est quand même dingue la vie qu'il a eue. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez cette histoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il est innocent? Est-ce que vous pensez qu'il est coupable? Quelle théorie vous semble être la meilleure? Dites-moi tout en commentaire, je veux vous lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées aussi de sujets, n'hésitez pas à me le dire. Moi je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!